procédure. Vous savez, si on reçoit une proposition de loi à l'Assemblée nationale, il appartient au bureau de juger de la recevabilité ou pas. Une fois que le bureau constate la recevabilité, on transmet à la commission des présidents. C'est la conférence des présidents plutôt, c'est la conférence des présidents qui convoque pour arrêter l'agenda. Tel a été fait et la commission sur le fond est saisie. C'est la commission des lois là que je dirige. Et que nous avons donné les dates aussi bien en commission technique qu'en commission plénière. Et cela s'est fait en commission technique avec tous les députés, avec ceux qui portent la loi, notamment le groupe Wallou. Et en plénière aussi, nous sommes venus. Et en plénière, ce qui a été constaté, et d'ailleurs, votre télévision a montré énormément, de 11h du matin jusqu'à 22h, nos amis, certains de l'opposition, n'ont pas voulu aller dans le fond du débat. Ils se sont arrêtés à la question préalable. 52 questions ont été posées pour retarder le débat en fond. Alors, quand ils ont épuisé leurs questions, il a été proposé d'aller pour aller voter la loi. Ils sont opposés. Bien avant, ils ont dit personne ne votera cette loi. Ce que je dis peut être revu sur les vidéos. Alors, le président de l'Assemblée nationale a vu même son propre micro gâté. On a assiégé son siège. On a assiégé le perchoir. Qu'est-ce qui a été constaté? C'est que les gens ne voulaient pas qu'on vote. Ils savaient nettement que nous étions majoritaires, que cette loi allait passer. Et quand ils ont voulu tout bloquer, le président de l'Assemblée nationale, à droit de police, de veiller au bon fonctionnement, a fait appel aux forces de l'ordre pour qu'on les évacue parce qu'ils n'étaient pas venus pour qu'on vote. Et le travail a continué. D'ailleurs, ce qui a fait, nous avons voté à 105 ou 104, même s'ils étaient là-bas, alors que nous avons voté que des 3/5. Mais quand vous voyez des collègues quand même malmenés comme ça, est-ce que vous n'avez pas un peu... Malmenés comment? Oui, j'ai mal quand je vois des collègues qui bloquent le vote, quand je vois des... Mais malmenés dans la salle de ce n'est pas une belle image. Mais qui est à l'origine? Quand je vois aussi des collègues qui arrachent un micro, quand je vois des collègues qui prennent l'urne de vote, quand je vois des collègues qui tiennent des propos discourtois, oui, j'ai trop mal. Cette assemblée, on peut être dans des divergences réelles, fortes, mais nous devons rester dans des civilités. On nous regarde de loin. On a été des privilégiés parmi les Sénégalais. Nous sommes là pour défendre des positions. On peut être très différents. Mais quand on dit que personne ne votera, quand on impose la loi, quand on veut faire forcing, il y a de quoi que le président de l'Assemblée nationale use de ses droits, encore une fois, parce qu'il a le droit de la police au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit veiller au bon fonctionnement du travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il a fait tout simplement. Et vous avez vu, quand ils sont venus, ils sont sortis, les gens ont voté. Et quand on a voté, même s'ils étaient dans la salle, ils n'allaient pas avoir le nombre requis pour bloquer. On demandait 3/5. 99 députés, si tout le monde était là. Il y a 105 qui ont voté. Alors vous voyez nettement que la loi allait passer l'un dans l'autre. Ce qui est important, et que nous devons tous retenir, c'est qu'aucune procédure n'a été biaisée. Toute la procédure légale a été constatée. La loi a été votée, a été attaquée au niveau du Conseil constitutionnel qui nous enlève ce droit. C'est un précédent dangereux. Mais non, mais attention, là aussi, est-ce que le Conseil constitutionnel ne donne pas raison à ces députés-là qui n'ont pas voulu peut-être écorcher l'image de l'Assemblée nationale par rapport au vote du report de la présidentielle? L'Assemblée nationale a un pouvoir souverain. Il appartient au député. Mais le Conseil constitutionnel aussi a un pouvoir souverain. Oui, je le reconnais. Mais vous admettez avec moi que sur le cas d'espèce, c'est une nouveauté. Sur la constitutionnalité de la loi, que le Conseil constitutionnel se prononce. Vous serez d'accord avec moi que c'est une nouveauté. La jurisprudence nous avait habitués à autre chose. Mais vous avez habitué à quoi? À être incompétent de parler de la constitutionnalité de la loi. Oui. C'était toujours le cas. Pour cette fois-ci, le Conseil constitutionnel a purement et bonnement annulé la loi, faisant état comme quoi nous portions atteinte à l'article 27 et à l'article 103. Et ce n'est pas une gifle? Ah non, je ne pense pas. C'est la démocratie. Et il faudrait aussi que nous autres acteurs, même quand on n'est pas d'accord, qu'on puisse prendre acte. La différence avec certains, qui à chaque fois qu'une décision est contraire à leur position, veulent mettre à sac ce pays. Nous, en bon république, en bon démocrate, on s'est dit, nous prenons acte à l'image du chef de l'État. Et nous allons suivre. Mais je dis, il faut alerter. Quand on dépouille l'Assemblée nationale de son pouvoir de constituant,
de pouvoir voter une loi constitutionnelle. C'est le cas? Oui, parce que nous avions juste demandé une dérogation à l'article 31 qui ne porte pas atteinte au mandat qui est resté de 5 ans, qui ne porte pas atteinte au nombre de mandats, 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous avions fait une dérogation à l'article 31 qui est temporaire, le temps de pouvoir décaler les élections, parce que vous avez vu durant tout le processus ce qu'on a vu comme hiatus, comme problème, comme difficulté. Et c'est qui le responsable? Mais c'est qui le responsable? C'est ceux qui ont demandé, c'est ceux qui ont demandé le report, c'est ceux qui ont responsable, c'est le processus en soi. Et le processus, ben en quoi est-ce Mais nous sommes tous responsables. Oui. Nous sommes tous, chacun a sa part de responsabilité. Des gens avaient alerté comme quoi que le processus n'était pas fiable. Il était biaisé. Il était biaisé. Et crescendo, on arrive à un moment où, au-delà du processus, où même beaucoup d'acteurs avaient constaté que c'était pas fiable, que des gens viennent. Il y a l'affaire d'accusation des juges constitutionnels de probable corruption. Non, ça c'est du charabia. Alors si vous le dites, ça vous engage. Ah non, mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de preuve à ces accusations. Écoutez, une enquête est ouverte. En tout cas, ma position m'oblige à laisser la justice faire son travail. Même la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée vraiment a dû rétro-pédaler, Non, aucunement, c'est parce que vous ne connaissez pas les procédures. À ravaler. Donc vous ne connaissez pas les procédures. Oui. L'Assemblée nationale a été saisie par un groupe parlementaire sur la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Oui. Nous l'avons installée, on l'a votée, adoptée, la résolution a été adoptée à l'Assemblée nationale, saluée d'ailleurs par l'essentiel des députés. Nous l'avons mis sur place, mais vous savez nettement que quand on ouvre une enquête, une information judiciaire, mais notre action... Mais finalement, le conseil constitutionnel vous empêche de tourner en rond. Hein? Alors, écoutez, vous empêche de tourner en rond, je dis que j'allais dire même, c'est une vitalité démocratique. Parce que tant qu'il y en a cet équilibre des institutions, ce serait mieux. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous mettions une enquête parlementaire et que le lendemain, le Conseil constitutionnel sort un communiqué comme pour menacer l'Assemblée nationale. Et comment alors que nous sommes souverains, on s'est senti mal à l'aise. Pour moi, c'est pas ça la démocratie. L'Assemblée nationale peut écouter n'importe qui dans ce pays. N'importe qui dans ce pays. Imaginez demain qu'un juge demande à lever l'immunité parlementaire d'un député et que les députés disent qu'ils ne le font pas. Vous pensez que c'est bon pour le pays? Voilà pourquoi nous invitons les différents pouvoirs à raison garder. Tant que nous ne gérons pas les équilibres à ce niveau, il se pose un problème de crise. C'est d'ailleurs ce qui a amené cette crise, qui a poussé le chef de l'État à abroger, comme le lui permet la loi, le décret convoquant le collège électoral. Somme toute, nous traversons une situation inédite qui invite une réflexion réelle et certainement qui va servir à l'issue de ce processus-là, en tout cas de jurisprudence pour les docteurs en droit, pour les étudiants, qui va être enseigné dans quelques années, parce que c'est une situation nouvelle qui se pose. Mais là, encore une fois, je dis, l'Assemblée nationale a joué pleinement son rôle et que jamais il n'y a eu hiatus par rapport à la loi. Tout a été légal. Ouais, aujourd'hui, quand même, on a lancé un dialogue et c'est sûr que l'Assemblée nationale sera encore saisie pour certaines modifications. Êtes-vous prêts? Mais on fera nettement notre rôle. N'oubliez pas que la substance de la loi que nous votions, c'était une dérogation. C'est-à-dire, matériellement, il était impossible, vu les informations que nous disposions, d'organiser les élections le 25 février. Vous constatez, vous comme moi, que ce que nous disions était vrai. Nous avions dit... Vous vouliez aller jusqu'en décembre quand même. Alors, mais attends, alors que le président, son mandat s'arrête en avril. Permettez-moi, pour ceux qui nous regardent, que la proposition était de 6 mois. Les gens se sont rendus compte. À 6 mois, nous étions en plein hivernage. Nous étions à quelques jours du Grand Magal. Et à quelques jours, on s'était dit, est-ce que ce n'est pas bien de s'accorder, de rester dans l'année électorale 2024, mais de pousser jusqu'en décembre? Le Conseil constitutionnel l'a cassé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes obligés, de constater que matériellement, oui, nous avions raison, on ne peut pas le faire le 25 février. Ça, c'est vrai. Quand est-ce qu'on va le faire? Des dialogues ont été lancés pour essayer de discuter. On ne sait pas ce que le dialogue va donner comme résultat pour pouvoir harmoniser des élections. Et comme le chef de l'État, garant des institutions, dit avoir prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et va dans les meilleurs délais
créer les conditions pour aller aux élections. Donc nous sommes dans un temps normal. Mais la vérité est de constater qu'on ne peut pas faire matériellement les non, élections. mais déjà cette proposition de dialogue a du plomb dans l'aile. Vous avez vu un peu la réaction des candidats reconnus par le Conseil constitutionnel pour compétir à la présidentielle, prendre le contre-pied, refuser la main tendue du président de la République. Et certains même de la société civile ont fait autant. Dans quel dialogue on ira exactement? Mais dans celui convoqué par le chef de l'État. Mais oui, mais personne n'en veut. Attention, il faut savoir les mots qu'on utilise. Ouais. Certains n'en veulent pas, oui, mais que personne n'en veut, ce serait dangereux et pour moi des accusations gratuites. Mais oui, ils ne sont pas les seuls. Écoutez, Fabrice, le président a pris un décret abrogeant celui qui avait convoqué le corps électoral. Ils sont tous rués sur les balancards. Ah, le président, il agit seul. Il n'informe personne, il n'implique personne. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui n'adjoint pas le président, qui l'invite, c'est important, les mots sont très importants, à prendre la date dans les meilleurs délais. Mais oui, mais dans cette le président, on utilise le langage, la langue de bois quand même. Le président, oui. Là c'est le Conseil constitutionnel. Seulement vous les interrogerez. Moi je suis parlementaire, c'est vrai qu'ils n'ont pas été pour moi courageux jusqu'à la fin. Ah bon? Ah oui, il allait dire. Parce que là, ils allaient faire quoi au-delà de ce qu'ils ont fait? C'est pas à eux de trouver une date. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dire que la loi qui a été, le décret qui a été pris sur la base de la loi qui a été annulée est cassé. Ensuite, on ne donne pas de nouvelles, il ne donne pas de nouvelles dates. Il invite le président dans les meilleurs délais. Le président de la République, ayant compris, qui d'abord nous avait entretenu dans un discours où nous avions compris que le Sénégal était dans une situation grave. Quand d'autres forces sont là tapis dans l'ombre pour profiter à la moindre occasion pour prendre le pouvoir, il était grand temps qu'on aille vers un consensus. Mais oui, est-ce que ce n'est pas des arguments tirés aussi par les chefs? Alors, vous savez, c'est pour justifier peut-être une position qu'on je connais suffisamment le président Macky Sall, je pense qu'on connaît suffisamment le président Macky Sall, qu'un président ne parle pas pour ne rien dire. Très honnêtement, et nous tous, vous comme moi, analysant la situation géopolitique de la sous-région, doit comprendre nettement que ce qui s'est passé il y a quelque temps dans ce pays-là prouve nettement qu'il y avait d'autres forces. En tout cas, c'est ma conviction profonde. D'accord, ce ne sont pas des faux fuyants. Non, je ne le pense pas, nullement. Parce que le président en prend pour son image. Président Macky Sall. S'il prend toutes ces responsabilités-là, invite à un dialogue, que les gens viennent discuter. Oui. Mais qu'on trouve un consensus sur la date pour qu'on puisse aller vers des élections sans contestation. Mais oui, mais qu'est-ce que des recalés à une élection viennent faire dans un débat où il va falloir choisir la date de la présidentielle? Mais parce que ces recalés ont constaté que dans le processus qui les a recalés, le processus était biaisé. Mais oui, alors, il est question de trouver une date et non revoir le processus. Est-ce que vous savez que même sur les fiches de mandataires, il est écrit élection pour le 25 février. Ces fiches deviennent caduques. Je me pose même la question. Si les élections ne se tiennent pas le 25 février, est-ce que ces candidats-là qui ont été acceptés deviennent valables? Ils étaient acceptés pour l'élection le 25 février, n'est-ce pas? Oui. Les élections ne se tiennent plus le 25 février. Oui. Est-ce que cela ne mettrait pas en doute déjà même leur validité de candidature? Non, mais la décision du Conseil constitutionnel maintient ces candidats à leur place. Oui. Il y a eu une dernière décision où on a retiré un candidat. Vous savez, le Conseil constitutionnel, en abrogeant le décret du président de la République qui a abrogé la convocation du corps électoral. Jusque-là, il n'y a pas encore de convocation du corps électoral. Comme pour dire que le premier décret semble être toujours de mise, que l'élection c'est pour après-demain, c'est pour aujourd'hui même, le 25, le 25 février. Oui. Comme pour dire qu'il y a tellement de situations nouvelles qui fait de sorte qu'il faut inviter autour de la table les acteurs pour en discuter. Non, mais voir quand même des recalés dans un dialogue où il faut trouver une date, est-ce que ça ne suppose pas qu'on va rebattre les cartes? Tout dépend du dialogue. Mais Fabrice, si le problème n'était pas posé, Rose Wardini allait passer? Oui, mais c'est un cas isolé, on l'a réglé, c'est terminé. Est-ce que de ce qu'on parle de candidats, est-ce que parmi eux, il n'y a pas encore des gens qui ont une double nationalité? Ah non, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Il ne faut pas aussi faire des coris. Je pose la question. Vous ne faites pas des coris quand même. Non, on ne fait pas de coris. Ni un procès en sorcellerie. On vous a suivi, vous de la presse, évoquer le cas de Rose. Ensuite, on a vu que c'était une vérité.
nous entendons le nom d'autres candidats disposant de double nationalité, on se pose. Non, on parle de Khalifa Ababakar Sall, ça a fait les choux gras de la presse. Ça, il l'a démenti, il l'a précisé dans une émission. De ces candidats, pas seulement Khalifa Ababakar. Oui. J'ai entendu moi d'autres noms que je garderai de terre. Non, mais vous n'en savez pas plus. Voilà pourquoi nous voulons en savoir plus. Je préfère perdre du temps et avoir la vérité que d'élire un président, de se rendre compte par la suite. L'affaire Watergate vous a trouvé là, avec Nixon. Le Sénégal est dans une situation où on nous parle de 900 000 électeurs qu'on ne retrouve pas sur le fichier. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est des candidats et parmi lesquels des gens qui sont passés. Alors vous pensez qu'on doit passer perte de profit de tout cela? Mais donc il faut rebattre les cartes, c'est ce que vous voulez dire? Je ne suis pas le décideur. Je me mets dans la même posture que le président de la République, président Macky Sall, qui nous a rassurés en disant aux Sénégalais, oui, je maintiens mes propos, je ne suis pas candidat. Oui, le 2 avril, je termine mon mandat, c'est clair et c'est net, j'en demande pas plus. Mais pour arrêter la date, qui nous interpelle tous, parce que de cette date pourrait dépendre la stabilité du Sénégal. Mais maintenant, donc vous considérez que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue ne militent pas en faveur de la stabilité du Sénégal? Mais parfaitement. Ah bon? Ah oui. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui, pour des questions électoralistes ou pour leur propre personne, tournent le dos à ce dialogue, je dis que nettement, c'est des gens qui ne veulent pas la stabilité. C'est des gens qui ne cherchent pas à assurer une élection transparente, une élection inclusive, une élection démocratique. Parce que, vous l'avez dit, c'est eux-mêmes, c'est pas moi. Reprenez mon doyen Boubacar Camara, ce qu'il disait. Reprenez les candidats recalés comme Bougane et autres, ce qu'ils disaient sur le processus. Mimi Touré. Mimi Touré, oui. Mais la liste est très longue. Oui, mais cette étape est dépassée. Aujourd'hui, oui. Cette étape ne peut pas être dépassée. Ah bon? Parce que nous avons constaté que durant la vérification, il y a des erreurs, il y a des manquements. Et pire encore, dans l'équipe qui doit arbitrer ces élections, 2 d'entre eux ont été accusés de corruption. Vous passez sous silence cette situation. Et même votre candidat à vous. Mais effectivement, nous on voudrait que ça soit clair, parce que nous avons le meilleur candidat. On voudrait avoir une lumière sur ça. Oui, mais on veut l'éliminer, hein, parce que si on reprend le dialogue, c'est clairement ça ne va pas en faveur de monsieur Amadou Ba. Ah bon, et pourquoi? Ah ben oui, mais attends, mais vous imaginez que cette situation-là se retourne, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi on changerait de candidat? C'est pas la volonté cachée un peu de ce fait de vouloir reprendre, rabattre les cartes? Je vous parle en intime conviction. Je n'ai ni entendu parler en coulisses, ni publiquement, ni officiellement, ni officieusement. Le président Macky Sall, président de la coalition à laquelle nous appartenons, a fait le choix et nous a proposé le candidat Amadou Ba que nous soutenons. Sans réserve. Mais oui, mais on sait aussi que dans Benno est divisé en deux, l'APR est divisé en deux. Hein? Il y a des pro Amadou Ba et il y a des pro Macky Sall. Ça aussi, c'est un fait. Vous êtes pro qui? Jean Pape Diop. Non, mais... je suis pro Pape Diop. Moi, je suis de Boko Gis, je suis pro Pape Diop. Ouais, ça, on en revient. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je ne suis pas de l'APR et je ne pense pas, très honnêtement. Mais vous êtes de Benno? Oui. Est-ce que Benno n'est pas divisé? Non, les gens que je fréquente dans Benno Bokk Yakaar, ils ont tous la même sympathie pour le président Macky Sall, qui reste le président de la coalition et le responsable. Qu'il y ait des gens proches de Amadou, qu'il y ait des gens proches de X ou de Y, c'est normal dans un grand parti. Mais comme ce n'est pas mon parti, moi je me garde de faire un procès d'intention. Moi je suis sur les principes. Mais est-ce que ce n'est pas une dualité aussi, hein? Non, sinon, il ne peut pas y avoir de dualité dans un régime présidentiel. Oui, mais attends. Le premier ministre ou bien quelqu'un à la place du calife. Mais vous avez suivi le premier conseil des ministres. Oui. Où le président de la République, qui nomme son premier ministre, renouvelle sa confiance au premier ministre Amadou Ba, qui, j'aime le citer souvent, dire que le seul problème entre moi et le président, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais oui, maintenant, partout où vous allez, partout,
Partout où vous allez. Même vous, si vous allez à Saint-TV, il y a des gens qui ne sont pas pour toi. Ça, c'est normal. Non, moi, je suis pas président. Non, je dis, partout il y a des groupes. Oui. Même quand vous regardez deux coqs se battre, vous prenez parti pour un. Donc, cela existe. Ça existe. Mais cela, qu'est-ce qui existe? C'est-à-dire, c'est cette division dans Benno Bokk Yakaar, certains pour Amadouba et d'autres pas avec Amadouba, mais plutôt pour autre chose. Mais non, mais Amadouba, c'est le choix de Macky Sall. Et dans Benno Bokk Yakaar, tout le monde est d'accord avec Macky Sall, de ce que je sache. Maintenant, s'il y a autre chose, je ne le sais pas. Et je me garde de faire de la météo politique. Ce qui est certain, ce qui est constant, même avant-hier, quand le président faisait son interview, vous avez vu à travers les images, après j'ai constaté que le Premier ministre y était. Et l'ambiance que j'ai aperçue, pour moi, est loin de ce que disent les gens. Vous savez, les gens cherchent à nous distraire. Des gens cherchent à vouloir casser notre dynamique. Parce que nous avons cru aux propositions du président Macky Sall qui a fait un excellent bilan. Mais qui cherche à casser votre dynamique? Mais nos adversaires. Ah bon? Ah oui. Et non vous-même. Mais il y a de la faute. Non, mais on ne peut pas. On ne peut pas s'asseoir. Au sein de vous, il y a des gens qui vous disent. C'est probable. Le choix n'est pas convaincant. Oui. C'est pas les adversaires. Oui, mais cela a été dit. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça c'est normal. Parce qu'on est en démocratie. Et pas n'importe qui. Oui. Tu en connais quelqu'un? Mais j'entends parler, par exemple, Monsieur Mambaïna, et je vois... Ah oui, et vous savez, non. Et je vois aussi Thérèse Faye. Mambaï, vous savez Mambaïna, vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne pas l'aimer. Ce qu'il pense, il le dit haut et fort. Et Thérèse Faye aussi, voilà. Ce qu'elle fait, c'est clair. Oui, mais c'est normal, je te dis, c'est normal que des gens voient autrement. Et c'est des membres du gouvernement d'Amadouba. Mais ce que je sais... Vous banalisez leurs agissements. Non, je ne banalise pas. Vous pensez pas qu'il y a quelque chose qui a... Je ne suis pas du gouvernement, mais je sais une chose. Oui. Mambaï comme Thérèse, c'est des gens très fidèles au président de la République. Ah, très fidèles au président de la République. Oui. Qu'ils sont ministres, qu'ils posent date, c'est au gouvernement d'apprécier. Permettez-moi de rester dans mon champ d'action. De ne pas être l'avocat du diable. Ce qui se passe dans le gouvernement ne m'engage pas, ne m'intéresse pas. Parce que je suis là pour parler du Parlement, voilà, de l'Assemblée et de la situation politique comme acteur politique. Laissez au gouvernement et à ses acteurs de gérer en cuisine interne. Mais c'est Benno Bokk Yakaar aussi. Hein. Mais là, c'est l'appareil politique et le maître mot est clair. Tous avec le président Macky Sall, derrière le président Macky Sall, pour accompagner notre candidat pour une victoire future. Mesdames et messieurs, posez-nous, revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, Intime et Protège Slip. Vous suivez toute la vérité et je rappelle que nous recevons monsieur le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Moussa Diakhaté. Tantôt nous avons un peu évoqué la situation un peu nationale. On est un peu rentré dans ce qui se passe dans Benno, qui pour certains est un peu assez particulier. Et aujourd'hui quand même, il y a des revendications. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel pour compétir à la prochaine présidentielle ont des revendications. À votre avis, ce sont des revendications quand même légales? Écoutez, c'est des gens qui prêchent pour leur survie politique. Ah bon? Mais ils ont passé le parrainage si pour leur survie politique. Si vous me laissez venir, vous allez comprendre. Bismillah. Si on refait les choses, beaucoup sont devenus ce qu'ils sont devenus par leur proximité à Ousmane Sonko. Ah bon? Ah oui, si dans une élection, il est envisageable que Karim Wade ou Ousmane Sonko fassent partie, beaucoup de ceux qui sont passés aujourd'hui n'auront pas le parrainage. Vous avez suivi que beaucoup ont été parrainés par la grâce de Ousmane Sonko ou de l'ex-Pastef. Comme beaucoup de gens aussi, quand Karim Wade est candidat, quand Ousmane Sonko est candidat, pour moi, le jeu est tout autre et beaucoup plus ouvert. Et d'autres d'ailleurs qui doivent pouvoir... Mais donc il faudrait que Ousmane Sonko soit candidat. Je n'y trouve pas, moi, d'inconvénient dès lors qu'il remplit les conditions, dès lors que la loi lui permet. Vous avez entendu le président, dans une manière un peu nuancée, parler de prendre les dispositions pour permettre à tous les acteurs politiques de pouvoir participer au dialogue et éventuellement
dans cette phase de pardon et de réconciliation. Pour moi, quand on arrive à ce niveau-là, il faut que les gens oublient leur calendrier électoraliste personnel. Et je les comprends, ils sont dans leur survie d'existence. C'est des gens qui veulent coûte que coûte qu'on aille aux élections parce que beaucoup cherchent à déstabiliser ce Sénégal-là. Déstabiliser. Ah oui. Vous avez dit déstabiliser. Vous n'en avez pas les preuves. Ça, c'est ce qu'on appelle accusation gratuite. Non, écoutez, je vais vous donner là où je pose mon raisonnement. Le Sénégal a son pétrole et son gaz. Le Sénégal est un pays démocratique. Beaucoup, vous avez vu sur l'acharnement de la presse étrangère sur notre pays, de certaines presses étrangères. Non, la presse parlait de problèmes de démocratie. Écoutez, et rien d'autre. Il n'y a jamais eu de problème de démocratie au Sénégal. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a reporté l'élection? Qui a reporté l'élection? Mais le président, le président ne peut pas. Le président Macky Sall ne peut pas reporter l'élection. Mais c'était une alchimie aussi. Il y a eu une alchimie. Alors vous accusez le PDS d'être complice. Ah non, je ne sais pas. Mais le PDS est un parti responsable. Un parti mature. Laissez-moi vous dire. Non, c'est que je n'ai pas envie que vous parliez avec votre cœur là. Je ne parle pas avec mon cœur si vous me laissez venir. Je dis, le PDS est un parti mature, un parti responsable, qui a constaté que son candidat a été injustement écarté sur de base de manipulation, pendant que d'autres candidatures, dont le PDS juge inapte, passent. Ils ont usé de leurs droits que leur permettent la Constitution en interpellant leur groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour nous inviter à créer une enquête parlementaire, ce qui a été fait, pour se pencher sur la situation. Mieux, en partie organisé et légaliste, ils reviennent pour faire une proposition de loi que nous jugeons, à mon humble avis, valable, légale, qu'on a discuté et en commission et en plénière. En urgence. Oui, quand l'urgence est demandée, ça aussi c'est légal. On n'a pas biaisé les règles de l'Assemblée nationale. La procédure a été respectée. La loi a été votée. Et c'est sur cette base de cette loi que le président de la République s'est appuyé pour prendre un décret abrogeant le premier décret convoquant le corps électoral. Alors c'est l'Assemblée nationale, par une demande du groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement, appuyé par les députés de Benno. Appuyé par les députés de Benno, parce que n'oubliez pas... Parce que le président l'a demandé. N'oubliez pas que les députés de Benno ont un candidat qui a été accusé. Nous voudrions que la lumière soit faite sur notre candidat, qui est le meilleur des candidats, qui gagnerait dès le premier tour. Donc on voudrait que la lumière soit faite. Mais mais si Sonko est candidat, certains vous diront qu'avant 11h30, ce sera plié. Hein? C'est normal qu'ils le disent parce qu'ils sont avec Sonko. Moi, je suis avec... Non. Chacun dira que son candidat est meilleur. Et c'est ça la démocratie. Mais non, mais est-ce qu'un candidat qui ne peut même pas gagner les parcelles d'Assedi peut battre un candidat qui gagne Ziguinchor et qui fait même gagner d'autres localités à d'autres partis? Qui est ce candidat? Et qui peut parrainer, comme vous l'avez dit tantôt, qui peut même parrainer 2 à 3 candidats? Qui est ce candidat? Mais je parle d'Ousmane Sonko. S'il est candidat. Oui. Tu me dis qui ne peut pas gagner les Parcelles Assainies? Ah, mais je parle d'Amadou Ba. Amadou n'a jamais été candidat aux Parcelles Assainies. Mais oui, mais il a été là quand Benno avait un candidat aux Parcelles Assainies. Mais il n'a jamais été candidat des Parcelles Assainies. Et encore mieux, l'appareil derrière Amadou, pour moi, très humblement, il n'y en a pas un candidat qui a le 10e de ce que Amadou a en termes d'appareil, en termes d'équipe pour l'accompagner, pour gagner. Parce qu'il a un bilan à défendre. Il a des propositions d'amélioration de ce bilan. Je ne vois pas parmi ces candidats qui en disposent autant. Ah, Moussa Diakhaté, Sonko est populaire. Très populaire. Immensement très populaire. Je l'accepte, très populaire. Je n'en doute pas. C'est une foudre de guerre électorale. Je n'en doute pas. Dire que Sonko n'est pas populaire, c'est de la mauvaise foi. Oui. Mais jamais l'ex-Pastef n'est allé à une élection. Jamais. Mais oui, mais ils sont allés déjà en coalition. Et à une première tentative, ils ont eu 15%. Oui. Mais entre-temps aussi, ils ont créé un équilibre au niveau de l'Assemblée. Prenons les résultats des dernières législatives. Oui. Faites le ratio en termes de points. Vous vous rendrez compte? Moussa Diakhaté, vous faites dans des calculs d'épicier là. Non, pas de calcul d'épicier. J'évalue par rapport. Tu me dis que Sonko est populaire. Je dis oui. Il est populaire. Oui. Je suis d'accord. Il a un électorat. Je suis d'accord. Mais je te dis que l'électorat que nous avons, le bilan que nous avons, nous permet d'avoir une victoire dès le premier tour. Parce que n'oubliez pas que nous, les politiques,
Nous ne faisons pas 5%. Oui, mais et Karim Wade aussi, hein, attention, il y a un appareil. Je suis d'accord. Le Parti démocratique sénégalais. Mais elle a toujours été. Les 500 000 voix de Abdoulaye Wade sont encore toujours là. Je le reconnais cela. Mais je dis au-delà de ça, le bilan du président Macky Sall peut être favorable, très favorable au candidat Amadou Ba. Abdoulaye Wade avait un bilan quand il perdait le pouvoir. Oui. Un grand bilan d'ailleurs. Oui, sauf que beaucoup avaient voté parce que peut-être Wade avait forcé pour un troisième mandat et non pas pour le bilan. Là, le président Macky Sall n'est pas tombé dans ce piège. Voilà. Alors, pour parler un peu des récriminations du Parti démocratique sénégalais, dans un premier temps, le PDS avait parlé, son candidat, Karim Wade en l'occurrence, avait parlé de report, ensuite avait parlé d'un certain nombre de choses qui ont été presque avérées, de juges corrompus, hein, et avait parlé aussi de dissolution du Conseil constitutionnel pour qu'on en arrive à une cour constitutionnelle. C'est dans la mesure du possible aussi, ça? Mais si vous pensez que la Cour constitutionnelle est meilleure que le Conseil constitutionnel, étant donné que la politique c'est une dynamique, on cherche, n'est-ce pas, le meilleur? Mais dans le cas d'espèce, est-ce que vous jugez que c'est possible, c'est dans la mesure du possible? Fabrice, s'il est avéré que les accusations du PDS sont vraies, que pensez-vous qu'on devrait faire? Je vous repose la question. Alors, quand on accuse quelqu'un de corruption, on se rend compte que cette corruption est avérée. N'est-il pas grand temps de tirer les conséquences de droit? Fabrice, on a dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais nous avons compris que le Conseil constitutionnel peut se tromper. Et s'est trompé sur le cas Rose Wardini. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à un moment où il faut quitter le Conseil constitutionnel, aller vers une cour constitutionnelle? Parce que c'est comme ça qu'on avance en démocratie. C'est step by step. L'un dans l'autre, c'est pourquoi le dialogue est important, Fabrice. On ne doit pas rompre le fil du dialogue. Dans une démocratie, le dialogue est constitutionnel à la démocratie. Il faudrait que les gens se parlent. Si le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, qui d'ailleurs a été demandée par beaucoup d'acteurs politiques, qui pensaient qu'on devrait dépasser même le modus operandi pour le choix du Conseil constitutionnel. C'est des réflexions, c'est des débats. Mais oui, mais pour en arriver à ça, c'est toute une activité aussi. Ça ne peut pas se faire du tic au tac. Oui. Dans ce délai-là, pour la tenue de la présidentielle, c'est pas possible quand même. Alors, je ne suis pas... Il faut laisser aux acteurs apprécier. Tant qu'on est dans la légalité, moi, mon souci, c'est qu'on s'inscrive dans la légalité, qu'on n'y biaise pas les règles du jeu. Mais le consensus est encore beaucoup plus fort. Quand les différents acteurs tombent d'accord sur un consensus fort, nous sommes preneurs. Mais consensus sur la base de quoi? Vous avez déjà plus de 15 candidats reconnus par le Conseil constitutionnel qui refusent la main tendue du président. Il y avait combien de candidats au départ? Sur 15 ou 16? Par rapport à ceux qui ont retiré les fiches de parrainage ou bien par rapport à... Mais par rapport à tous ceux qui ont retiré les fiches de parrainage, par rapport à ceux qui ont été... Mais ça c'est la loi. On vous dit que le processus est biaisé. Si le processus est biaisé, qu'est-ce qu'il faut faire sinon que s'arrêter? À moins qu'il se dédise. Boubacar Camara ne l'a pas dit. Répondez-moi. Je l'ai entendu. Alors, mais entre-temps, personne ne l'a suivi, on a continué. Oui, mais quand on se rend compte que... Il a raison. Il a raison. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, pour moi, c'est le sens même du dialogue. Moi, je recommanderais même à ces gens-là d'aller dire leur divergence au niveau de ce dialogue, d'aller répondre. Mais le problème qui se pose, beaucoup d'entre eux ont un problème personnel avec le président Macky Sall. Ah bon? Ah oui. Un problème personnel, avec le président Macky Sall. C'est ce que je pense très probablement. Même problème personnel par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais parce que on ne peut pas. On ne peut pas. Vous devez le savoir, pourquoi vous en parlez? Oui, parce qu'il en veut le président Macky Sall. Pourquoi? Pour X raisons. Pour certains. Parce que je ne peux pas comprendre la position du président qui réaffirme que oui, je ne suis pas candidat. Qui réaffirme que oui, le mandat. Où est le problème? Il dit, si on n'a pas de consensus, on s'en réfère, on demandera l'avis du Conseil constitutionnel. Où est le problème? Et les gens ne veulent pas parler. Parce que les gens ne veulent pas que le pays soit dans la stabilité. Il y a des lobbies forts derrière qui veulent déstabiliser ce pays. Et moi, je soupçonne beaucoup de personnes qui s'agissent aujourd'hui là d'être derrière. Aussi bien dans la société civile, aussi bien non, mais la société civile, elle ne demande que la tenue des élections avant le 2 avril. Oui. Mais où est le problème? Mais je dis, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils seraient à la solde de lobbies voulant déstabiliser le Sénégal? Mais parce que c'est leur attitude de tous les jours qui le montre. Et encore une fois, permettez-moi donc sur le 2,
Le président a dit, si on s'accorde, on peut le faire avant le 2. Donc leur demande n'est pas exclue de ce que moi j'appelle cette commande du dialogue. Pourquoi ne pas venir le défendre? Pourquoi vouloir coûte que coûte faire croire qu'il y a la tension, faire vouloir passer le président Macky Sall pour un démon, pour un antidémocratique? Parce que c'est fait à dessein. Fabrice, il faut que les gens parlent. Vous n'êtes pas d'accord dans ce que je dis, venez le dire devant les Sénégalais, qu'ils sachent. Mais non, je ne viens pas, parce qu'il faut continuer dans cette lancée. Je l'ai dit quelque part, après le discours du président, beaucoup vont perdre leur emploi. Parce que leur emploi, c'était d'attiser le feu, c'était de la manipulation. Non, mais vous parlez sans preuve. Non, je parle sans preuve. Mais combien de vidéos voyez-vous qui circulent? On te dit que Liberté City est en train de brûler, alors qu'il n'en est absolument rien. Combien de fake news vous voyez de communiqués qu'on attribue avec ça et Greg? Cette presse étrangère-là, qui nous tympanise le matin, le soir. Combien de choses se sont passées chez eux? Ils ne sont pas intéressés. Comment vouloir d'un jour au lendemain jeter l'anathème sur le Sénégal, sur notre image du pays? Nous sommes fiers de ce pays-là. Ce débat que vous voyez là, c'est un débat démocratique. Ailleurs, en d'autres circonstances, avec les mêmes situations, vous aurez entendu tonner des revolvers, des chars à canon ou autre chose. Ici, c'est vrai, nous sommes divergents, mais le débat continue. Ici, parce que nous avons un président très lucide qui dit, je prends acte, j'applique la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous voulez d'autre, Fabrice? Et j'invite à échanger, parce que vous m'aviez accusé d'avoir pris solitairement seul un décret pour abroger. On me demande de prendre une date d'une élection qui est polémique, parce que pour certains, il faut prendre telle date, pour d'autres, il faut prendre... Je vous invite à en discuter, d'avoir un consensus dans l'intérêt d'aller vers une élection paisible, une élection transparente, une élection démocratique. Vous dites non, on n'en veut pas. Il faut que tout de suite, malgré tout ce qu'on avait dit sur les illégalités, nous voulons que ça se tienne, même s'il faut le faire avec des imperfections, nous voulons que ça se tienne. Je dis, voilà, ces gens-là ne sont pas intéressés. Ils demandent tout simplement le respect des décisions du Conseil constitutionnel. Le président de la République donne les garanties. Alors aujourd'hui, quand même, il faut noter qu'il y aura des conclusions au niveau du dialogue. Le dialogue, l'Assemblée sera saisie. Et le Conseil constitutionnel aussi. Alors comment ça va se faire? Alors, si le Conseil constitutionnel considère qu'il faudrait rester justement dans la décision de faire respecter les décisions du Conseil constitutionnel, est-ce que là aussi ce ne sera pas une nouvelle déculottée? Alors, vous parlez de déculottée, moi je parle de vitalité de la démocratie. La vérité, c'est que nous allons vers un vide juridique. Ah bon? Ah oui, si on va jusqu'au 2, le président de la République, son mandat se termine. Qu'est-ce que prévoit la Constitution? C'est un vide juridique. Alors, pour qu'il n'y ait pas un vide juridique, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on trouve un consensus. Il faudrait que les acteurs se parlent. S'ils se parlent, qu'ils ont des consensus forts, comme ça a été le cas avec la grâce, avec Khalifa et autres, mais on appréciera à sa juste valeur. Et quand ça arrivera à l'Assemblée nationale, seul habilité, souverain dans ses décisions et représentant le peuple, mais nous ferons notre droit. Mais le Conseil constitutionnel sera aussi saisi. Et le Conseil constitutionnel va aussi considérer que les décisions de l'Assemblée nationale ne sont pas conformes. Vous pensez? Ah, mais... C'est le Conseil qui a demandé à l'autorité compétente de prendre une nouvelle date dans les meilleurs délais. Si l'autorité compétente prend une nouvelle date, forcément les règles des jeux vont évoluer. On va revenir à l'Assemblée. Nous ferons notre travail. Et vous savez, le président de la République est le gardien du bon fonctionnement des institutions. Certainement, au moment venu, lui aussi, il prendra ses responsabilités. Mais sachez que l'Assemblée... Prendre ses responsabilités, c'est-à-dire... Mais en tant que veille au bon fonctionnement des institutions. Et comme on ne sait pas ce que demain sera fait, ne feront pas de la météo. En tout cas, l'Assemblée est disponible et disposée, comme toujours d'ailleurs, à agir au nom et pour le compte du peuple, à voter les lois et à laisser maintenant au Conseil constitutionnel habilité à apprécier. Donc le problème, à votre avis, si nous en sommes quelque part à ce niveau, c'est à cause du Conseil constitutionnel. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais nous avions proposé de décaler les élections, sans pour autant, je répète, toucher à l'article 27 et l'article 103. Nous avions parlé d'une dérogation, le temps de faire l'élection et de reprendre ces articles. Forcément, on va le faire. On nous a retardé pour y aller. Parce que le 25, matériellement, on ne pouvait pas faire l'élection présidentielle dans les meilleures conditions. Le Conseil revient pour dire autrement ce que nous avions dit. Oui, le 25, techniquement, ne peut pas se faire. Chère autorité compétente, organisez les élections dans les meilleurs délais.
Nous avions pensé que les meilleurs délais, c'était le 15 décembre. Eux, il dit non, il dit aux autorités compétentes on attend maintenant le dialogue, la proposition du chef de l'État, et forcément nous allons vers un réaménagement de certaines dispositions. Alors le président a aussi évoqué un certain nombre de points dans son speech, c'est par rapport un peu à la situation des détenus, certains qui pourraient probablement, au regard de la loi, recouvrer la liberté et peut-être compétir. Vous êtes déjà dans les dispositions, dans les disponibilités, vous détenez déjà les documents à ce sujet? Pas encore, j'en ai entendu parler au dernier Conseil des ministres, où il semble donner des instructions au ministre garde des Sceaux de prendre les dispositions légales allant dans le sens de l'apaisement et de permettre, certains ont conclu en pensant qu'il s'agissait de loi d'amnistie pour aller vers le pardon et la réconciliation. C'est pas le cas? C'est pas encore officiel, mais ça peut bien être le cas, parce que pour moi, le Sénégal est trop clivant, il y a trop de déchirures. Nous devons appeler à un apaisement, nous devons appeler à une réconciliation, nous devons appeler à dépasser. Le Sénégal doit être plus fort que chacun d'entre nous. Et pour cela, il faut un sursaut. Et je salue d'ailleurs cette initiative du chef de l'État. En cette période si trouble, d'être aussi calme, d'être aussi généreux, d'être aussi, pour moi, qu'il ait cette capacité à dépasser, à tendre la main à tout le monde, pour qu'on puisse parler d'une même voix dans le sens de créer un apaisement, aller vers une élection transparente, inclusive, parce que nous sommes menacés de tous bords. Le Sénégal est entouré par un cercle de feu. Il ne faut pas attiser le démon. Allons dans ce sens-là et nous saluons. C'est vrai, il y a d'autres qui disent ah non, ce serait trop facile de passer perte et profit de ce qui s'est fait. Oui, ce qui s'est passé, c'est très dangereux, c'est très grave, mais une loi d'amnistie est faite pour aller vers le pardon, pour dépasser, pour avancer. Parce que le Sénégal doit être plus fort que nous tous, doit être plus important que nous tous. La paix et la stabilité n'a pas de prix. Si c'est la seule et unique voie qu'il faut passer pour arriver à cet apaisement-là, alors moi, en tout cas personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Alors il y a eu un incident à l'Assemblée, je ne sais pas si on peut parler d'incident, où certains députés de Benno n'étaient pas d'accord par rapport à un communiqué. Justement, je parle de l'honorable député Abdoulaye Wilane. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Comment? Le communiqué, il n'y a que le président de l'Assemblée nationale qui est habilité à engager l'Assemblée nationale. Le communiqué, vous journalistes, vous l'avez eu par le canal de la direction de l'information de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui atteste de sa véracité, de son authenticité. Oui, c'est vrai que c'est une nouveauté, parce que cette situation qui s'est passée est une situation nouvelle. Voilà pourquoi on a pris, et j'allais dire à mon oncle, Ablaye, c'est un oncle par ailleurs, Wilane, qu'il y a des choses qui pourraient se régler en interne. C'est une période où je pense très humblement que notre camp a intérêt à régler les choses en interne, à en discuter, au lieu de l'exposer au niveau de la presse. Mais je reste solidaire au président de l'Assemblée nationale, je reste solidaire au président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, parce que c'est comme ça, pour moi, qu'on devrait faire quand on est dans une logique. Et tout ce qui a été fait, pour moi, est très logique, parce que venant de l'autorité, de la personne morale de l'Assemblée nationale, passant par la direction de la communication, interpellant, engageant toute l'Assemblée nationale. Parce que ce que le Conseil constitutionnel a fait, pour moi, devrait requérir une solidarité totale des députés, comme d'ailleurs ça a été le cas quand nous avions mis la commission d'enquête parlementaire, où le Conseil constitutionnel a fait un communiqué. Le lendemain, l'UMS a fait un autre communiqué de se solidarisant au Conseil constitutionnel. J'attendais de même du côté de l'Assemblée nationale, où c'est vrai, il y a des députés qui ne pensent pas de la même manière. Mais je renvoie souvent la question que quand nous votons en commission et que nous soyons 100 et que 70 votent pour, 30 votent contre, on dira que l'Assemblée a voté. C'est la décision, c'est la vision de l'Assemblée. Il ne s'agit pas d'unanimité, mais c'est la tendance générale de l'Assemblée. Et la seule personne habilitée à engager l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président Amadou Mame Diop. Alors je ne peux pas quitter Moussa Diakhaté sans évoquer un peu la convergence démocratique Bokk Gis Gis du président Pape Diop. Vous y êtes toujours? Toujours. Et non, mais il y a eu une idée faisant croire que vous étiez entré en rébellion. C'est pas le cas? De Bokk Gis Gis? Oui. Il ne se passe pas 2 jours sans que je ne parle au président. Mais oui, mais quels sont les gens qui se sont rebellés contre le président Pape Diop? Vous n'étiez pas derrière, vous n'étiez pas... Non. Et puis c'est pas des gens, c'est des gens qui pensaient que la position prise en comité directeur où le président Pape Diop n'était pas la meilleure des solutions pour le parti.
Ils ont dégagé, malheureusement, là où je fais des reproches à ces gens-là, ils ont parlé au nom et pour le compte des autres départements. C'est 3 responsables de Dakar, très importants d'ailleurs, parce qu'étant membres fondateurs, mais qui devraient engager leur personne. Et non, l'adhésion qui a été prise en comité directeur, en secrétariat exécutif plutôt, excusez-moi, en secrétariat exécutif. Le choix, le président avait demandé au parti de faire un choix par rapport aux candidats. La majorité, ces gens-là, 2 étaient pour un autre candidat, pour le candidat du Parti démocratique sénégalais, pour ne pas trahir le peuple. Un autre, c'était absolu. Tout le reste du secrétariat national avait demandé que nous continuions à soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. C'était une décision officielle. Ils sont sortis, ne pas approuvant la décision de la majorité, engager un débat pour moi inopportun au niveau des médias, ce qui ne ferait que salir l'image de notre parti. Mais oui, mais le parti Bokk Gis Gis est devenu un parti Yobalema. Ah, Yobalema. Ah, mais oui, mais attendez quand même, le président Pape Diop, quand même, qui a occupé de hautes fonctions, mais sauf la fonction... Mais vous savez qu'à toutes les élections, nous, on est allés à des élections. Mais oui, vous êtes... Ah bon? Ah oui, dis-moi quelle élection nous ne sommes pas allés. Toutes les élections, Bokk Gis Gis s'engage avec nos Bokk Gis Gis. Pour cette élection, on a jugé utile. N'oubliez pas le choix historique du président Pape Diop. Quand on devait installer cette Assemblée nationale-là, où nous étions dans un ballottage, où il y avait un camp que je n'approuvais pas du tout par leur posture et leur attitude, que je croyais dangereux pour le Sénégal, et ce que je continue de croire. Et un autre camp... Ah oui. Ah oui. Ils sont dangereux. Ah oui, à certains d'entre eux, oui, proférer des menaces avec des comportements qui n'honoraient pas la démocratie et l'Assemblée nationale. Le président Pape Diop, en toute responsabilité, au-delà des critiques, des insultes, des menaces, a choisi le camp de la stabilité de la République. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Ce même choix du président Pape Diop, qui est historique, parce que 2 jours après, 3 jours après, quelques semaines après, quand il fallait l'installer à l'Assemblée nationale, tout le Sénégal lui a donné raison, quand il a fait ce choix-là. C'est ce même choix-là que nous perpétuons en restant dans le camp républicain, en restant dans le camp de la stabilité. C'est tout le sens qu'il faut donner à la position de Bokk Gis Gis. Mais il n'y a pas de rébellion entre Moussa Diakhaté et Pape Diop. C'est comme lundi et dimanche. Mais oui, d'accord, lundi et dimanche. Mais oui, mais votre épouse quand même a créé un mouvement politique. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous de prendre votre indépendance? Oh, aucunement. Mon épouse... Elle a créé un mouvement politique. Jigéen Takku Liggéey ànd ak honorable Moussa Diakhaté. Ah ben voilà. C'est des femmes, essentiellement de femmes, mouvement de femmes. À la suite, ça, je vais vous révéler un secret. Nous sommes allés rendre visite au président Pape Diop le jour de la Tabaski. Alors je lui ai dit que vraiment mon épouse fait d'énormes efforts pour m'accompagner. Et le président Pape Diop lui a indiqué des conseils. Ne restez pas à la maison. Mouillez-vous. Soyez aux côtés de votre épouse. Et madame, recevant ces conseils de son père et mon mentor, le président Pape Diop, s'est levé, a créé un mouvement pour financer les femmes qui m'accompagnent politiquement au niveau d'abord de Plateau, ensuite de Dakar, maintenant ça devient national. Mais est-ce que c'est pas une attitude? Et tous ces gens-là... Est-ce que ce n'est pas une attitude fractionniste? Aucunement. Et vous avez rendu compte, toutes ces actions-là vont être reversées dans Bokk Gis Gis. Et c'est très clair. Mon parti est le Bokk Gis Gis, mon leader est le président Pape Diop. Il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas le président ou le parti, me connaissent ou connaissent mon épouse, qui avait commencé par regrouper ses amis et les chefs d'entreprise. C'était essentiellement, tous ceux qui sont dans son mouvement sont des acteurs de développement. Et ils ont dit, j'accompagne mon mari, oui, il est acteur politique, je voudrais à chaque fois qu'il mobilise, que je sois à ses côtés, je voudrais que son parti soit renforcé, et je ne fais que saluer et la remercier au passage, et tous les membres de Jigéen Takku Liggéey, avec honorable député Moussa Diakhaté, mais soyez rassurés, Bokk Gis Gis est mon bébé, Pape Diop est mon leader, et ce parti-là, je l'ai vu. Donc ce n'est pas une attitude fractionniste. Aucunement, parce que j'utilise une expression sortie des laboratoires des libéraux, hein. Tout à fait. Non, en bon libéral, nous on se comprend. Et mes rapports avec le président Pape Diop, j'en profite un peu pour en parler. Oui. Ça dépasse le cadre politique. Pape Diop, c'est comme mon père. Et au-delà de là, c'est mon magoum talibé. Les mourides comprendront ce filial que j'ai avec lui. Donc, ce n'est pas des choses politiques seulement qui me lient au président Pape Diop. Que ceux-là qui attendent une fraction entre le président Pape Diop et Moussa Diakhaté, ils vont attendre encore longtemps. Non, vous n'êtes pas quand même le Baye-Fall de Pape Diop. C'est mon magoum talibé. Ah. Baye Fall moom kenn lañ koy defal muy Serigne Touba. Voilà. Mais Pape Diop suma magum talib la. Ça dit long suma papa la, suma xarit la, c'est mon père, c'est mon repère, suma magum talib la. Absolument. Mesdames et messieurs, toute la vérité, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Études Kantar 2022. Sen TV, classé produit.